Pour quelques moments. Alors bonjour, je ne suis pas habitué de faire ça comme ça. Habituellement, on est dans une salle où c'est un petit peu plus convivial, une salle d'une audience comme ça, c'est un peu plus particulier pour lancer des marchés, mais on va s'adapter à l'environnement. Alors bonjour tout le monde. Pour ceux et celles dont je n'ai pas eu l'opportunité de rencontrer encore, je m'appelle Luc Fortin et je suis président et chef de la direction des marchés globaux TMX et post-négociation. Au nom de la Bourse de Toronto, de la Bourse de Montréal, ainsi que de tous mes collègues au groupe TMX, j'ai le plaisir de vous accueillir à la cérémonie d'ouverture des marchés d'aujourd'hui en direct de la conférence NatureX. Je suis ravi de me retrouver ici ce matin en compagnie d'un tel groupe de professionnels reconnus afin d'échanger sur de nouvelles approches et solutions essentielles pour les marchés environnementaux dans un contexte géopolitique en rapide évolution, et ça, c'est en dire le moindre. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le groupe TMX occupe une position unique au centre de l'écosystème des marchés financiers de notre pays. Nous exploitons la Bourse de Toronto et la Bourse de Montréal, les principaux marchés d'actions et de dérivés au Canada, ainsi que la CDS et la CDCC, nos chambres de compensation, la Bourse de croissance TSX, le marché de capital de risque le plus performant au monde, qui permet aux entreprises en démarrage de mobiliser les capitaux nécessaires à leur développement et à leur réussite, et des activités mondiales en pleine expansion dans le domaine de données et de l'analyse. La démarche de TMX en matière de développement durable tient compte de notre position centrale au sein de l'écosystème financier du Canada, ainsi que notre responsabilité en tant qu'entreprise citoyenne. Nous donnons l'exemple par notre propre engagement à fournir une information transparente et à exercer une gouvernance solide conforme aux pratiques d'échelle internationale. De plus, compte tenu de nos relations solides avec les émetteurs, les institutions financières, les autorités d'autoréglementation et de réglementation, les gouvernements, nous visons à générer des retombées au-delà de nos activités directes. Pour ce faire, nous nouons de partenariats avec des organismes ayant comme objectif semblable au nôtre et collaborons avec les gouvernements de façon à façonner des politiques qui facilitent le flux de capitaux envers des activités de transition et de décarbonisation, tout en préservant la compétitivité de nos marchés. TMX désire pouvoir jouer un rôle accru dans le domaine des produits de base environnementaux. Nous souhaitons que cette rencontre serve de catalyseur pour faire naître de nouvelles idées et de collaborations stratégiques. Dans quelques minutes, nous ferons retentir la sonnerie qui indique le début d'une journée à la Bourse. Chaque séance de négociation représente une occasion de croissance, de progrès, pas juste pour les négociateurs des pupitres de détail institutionnels au pays, mais également dans le monde entier, pour les sociétés cotées en bourse de tous les secteurs et pour les investisseurs, en plus des grands régimes de retraite, ainsi qu'aux ménages qui épargnent pour leur avenir. Nous sommes engagés à servir tous ces parties prenantes avec excellence, conformément à la raison d'être de notre entreprise, qui est d'améliorer les marchés et de favoriser les idées audacieuses. Cet engagement n'est pas statique, il nous oblige à évoluer en permanence pour répondre aux exigences du monde en constante évolution. L'avenir de nos industries, de nos économies et de nos marchés de capitaux sera façonné en grande partie par le changement climatique, par les politiques et les stratégies industrielles qui en découleront. À cette ère de turbulence, j'attends avec beaucoup d'intérêt les réflexions de cette journée sur la manière dont notre industrie sera orientée et avancée. J'aimerais maintenant inviter François Boutin-Dufresne, cofondateur et assistant directeur de SMS et de Nordis Capital, à vous adresser quelques mots. Merci Luc. Bonjour à toutes et à tous. Ça nous fait plaisir de vous accueillir pour cette deuxième conférence NatureX ici à HEC Montréal. Donc, comme Luc l'a dit, c'est un contexte assez particulier cette année de tenir ce genre d'événement. Donc, je tiens à souligner l'engagement de tous ceux et celles qui sont engagés dans, disons, la préservation du capital naturel avec des moyens économiques et financiers. Et comme c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire lorsqu'on se lève à tous les matins, je vais vous demander, vous ne pouvez pas vous applaudir vous-même, mais on va s'applaudir nous-mêmes un peu plus tard dans la journée avec vos verres. Comme vous savez aussi, c'est pas facile d'organiser ce genre de conférence-là parce que ça nous prend beaucoup d'appui technique, d'appui institutionnel. Donc, je tiens à remercier au premier chef les co-organisateurs de l'événement, c'est-à-dire la chaire en recherche en gestion de l'énergie, d'HEC Montréal avec Pierre-Olivier Pinault, HEC Montréal, ici représenté par le directeur Federico Passin. Je tiens aussi à remercier nos sponsors pour cette année. On a le gouvernement du Québec, on a BMO, le groupe TMX avec Luc et Ariane. Merci encore une fois. Mirova, Tikeo, Capital, Crane Shares, Deep Sky et le fonds Investi. Merci à vous. Sans vous, ce ne serait pas possible d'organiser ce genre d'événement. Vous avez vu aussi que cette année, nous avons une nouveauté, c'est-à-dire qu'on offre l'interprétation en direct avec un module de AI à travers Interprefy.
Donc, ceux d'entre vous qui avaient besoin de traduction simultanée, je vous invite à télécharger l'application ici, puis mettre le code nature-x. So, for those of you that would need instant translation, you can download an Interprify app for English to French or French to English. And also, the agenda is available here with the QR code. Donc, avec ça, c'est vraiment un honneur de pouvoir lancer la conférence cette année sur le capital naturel. Nous avons étendu le thème au-delà des marchés du carbone pour discuter de l'eau et de la forêt cette année. Comme vous le savez, au Québec, cette année, nous avons une pénurie d'eau pour la première fois de mémoire. Ça arrive ici au Québec. On a des enjeux qui sont liés à l'eau. On a aussi des enjeux importants qui se discutent au niveau de la forêt. Donc, et en plus, il y a on a beaucoup discuté aussi des enjeux liés à la taxe sur le carbone dans les élections, tant au Canada, tant au Québec qu'aux États-Unis. La Californie, entre autres, a relancé son marché du carbone pour la période d'après 2030. Et ce sont tous des sujets dont on va discuter, encore une fois, cette année, avec des panélistes et des plus compétents les uns que les autres. Donc, c'est un peu ça que j'avais à dire pour l'ouverture. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Excellent. Bien, regarde, on peut passer et faire un toast à l'ouverture des marchés. Et je vous souhaite une conférence. Je nous souhaite à tous une conférence avec beaucoup de conversations très transparentes et avec des solutions, on espère, très porteuses. Alors, santé tout le monde. Merci. Do you want to run through the exercise in terms of how we're going to proceed? And Sure, yes. Can everybody hear me? All right. At like 3 minutes, we'll all gather behind the console and we'll squeeze a little bit in so we can get everybody on camera. And then I'll do a countdown starting from 30 seconds. We'll all cheer. We'll do like high energy, clapping, whatever you want. Feel some excitement. And then on 3, 2, 1, we'll press. There'll be a couple of people press the button and let go so it goes from. Do you want me to class this? That's it. All right, I'll guide you through the entire thing again. Pour ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont qui vont être devant la caméra, quand BNN Bloomberg font les cérémonies, ils montent également Nasdaq, ils montent également le New York Stock Exchange. Et où ça vibre plus, généralement, c'est là que les caméras sont attirées. Donc, je vous encouragerais à être... on fait des pompes de main dans les airs et on célèbre vraiment l'ouverture des marchés parce que c'est vraiment une cérémonie. C'est ça. Il faut faire bien du bruit, c'est ça? Alors, exactement. Cette journée-là, c'est une marché qui va être... Exactement, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. There's just one more thing. Don't stop celebrating until I let you know. Because BNN will keep going for a few seconds after we have the button and stuff. Ça va sembler long, mais vous allez comprendre pourquoi plus tard. Alors, on a juste quelques minutes encore avant l'ouverture. Si je peux me permettre peut-être de prendre 5 minutes pour vous parler du déroulement de la journée. Donc, une fois que l'ouverture des marchés sera faite, je vais passer la parole brièvement à Federico Passin, directeur d'HEC Montréal, pour qu'il nous accueille officiellement ici à HEC. Ensuite, je vais inviter Grégoire Baillargeon, président de BIMO Québec, à se joindre à moi pour faire une séance Q&A sur disons, la transition climatique, l'état des choses. Ensuite, nous allons avoir notre panel d'ouverture. En fait, on a une pause café, excusez-moi, à 10h30 pour 15 minutes. 10h45, nous allons lancer le panel d'ouverture où on va faire un overview, en fait, de tous les marchés environnementaux, le carbone, l'eau, la forêt, et qui sera suivi ensuite d'un armchair discussion entre Pierre-Olivier Pinault et Luc Godbout, fiscaliste à l'Université de Sherbrooke, sur la taxe carbone, ce qui va nous amener au lunch. Qui va durer environ 1 heure. Et environ vers 13h15, nous allons faire les breakout sessions. Donc, il va y avoir une salle ici, dans la grande salle qui s'appelle Alain Paris, au 3e étage HEC Montréal. Il va y avoir une deuxième salle qui est la salle Garda World, au 3e étage, où vont se tenir les panneaux sur le carbone réglementé et la forêt. Excusez-moi, pas le carbone réglementé, les captures du carbone et la forêt. On va avoir un autre pause café. Il va y avoir un autre set de double panneaux dans les deux salles aussi. Puis ensuite, on va se retrouver pour la session de fermeture ici dans la grande salle Alain Paris. Et évidemment, on ne vous laissera pas partir sans vous offrir un cocktail en fin de journée. Donc voilà le déroulement de la journée. Pardon? OK.
I'll do it in English also for our guests that are from the U.S. So today we're pleased to have some guests from out of town, out of province. In fact, we have friends from America. So if you see any Americans in the room, you please give them a hug. And we're very happy to have them with us here today. So the day will start with the market open here at 9:30, which will be followed by a short speech by the director here of HEC Montréal. And then we will go on a Q&A session with Grégoire Baillargeon on the state of the transition, which will be followed by a short coffee break. And then we will have a opening panel on the state of environmental markets, which will be followed by a armchair discussion on the carbon taxes and their role in the overall economy. Then will take us to lunch in the Claude Séguin room, which is just here down the hall this way. And then we will, after lunch around 1:15, we will do 2 breakout panels, one in this room here, and then one in the other room, the Garda World room, which is on the 4th floor here at HEC. We'll just ensure that the signage will be okay for you to go there. And this will take us to the closing panel at 4 p.m. or 3:30 p.m., in this room on how to invest in nature. And then this will take us to 4:30 cocktail. So with this, enjoy the conference and let's have a great opening of the Toronto Stock Exchange. Thank you. Montreal Stock Exchange also, I got to say. Selon l'évolution du pétrole, de l'or et autres, parce que la météo est continuée 24 heures sur 24 à Californie. Des fois, il y avait des prix anormaux et peu de transactions. Donc, là, on a des valeurs de marché à l'échelle de la planète. Exactement le même travail pour essayer de voir un petit peu. C'est un gros combat. Donc, François, on commence par là, toi? Ça va être sur l'ouverture du marché. Les 2-3 font salut, marche. Ouais, ok. Gather around the podium. If the button's not pressed, the market doesn't open. You know that? you can just not touch it. Un autre de mes associés, Greg, Federico, le directeur de HEC. Imagine all the market on open orders will be messed up if you don't press the button. Normalement, ils sont tombés aussi. Oh, les confettis. Le service d'entretien, ça se passe. C'est toi et moi qui allons. C'est quoi la procédure? Ouais. Ok, parfait. Il faut vraiment pousser. Mais je pense que Federico et moi, on doit le faire. Dans 2 minutes, on se... Ceux qui étaient à droite, c'est pas des gens qui sont venus visiter. C'est parce qu'il y a comme un autre événement là.
OK. On a quelqu'un ici qui fait des. Je sais pas s'il est arrivé, Jeff, c'est un autre client. Lui, il fait des shows au New York Stock Exchange sur le parterre de la bourse de New York. Puis il fait ça toutes les semaines. Comme en live, je pense, en plus. C'est sur Internet. Parce qu'il n'y a plus de lieu physique. La bourse de Montréal, c'est comme une ferme de serveurs. Là. Chicago. All right, everybody, we can start gathering behind the console. If we just make a couple of lines right behind it. Everybody on this side, if you can push over on this side. This is great. If you guys stay like that, this is perfect. Okay, this is great. We're gonna have 1 minute of a bit of awkwardness. We can all live with that. Great. Not just yet. We need a little bit of time. All right. 30 more seconds. If I had a 30-second joke, I would tell it, but unfortunately, I do not. Okay, we're at 57 seconds. All right, we can all start clapping. Je sais pas trop. En arrière, peut-être, dans le backstage. Non, tu peux venir ici? Ouais. Mesdames, Messieurs, merci pour votre support et de vos applaudissements. Maintenant, je vais présenter M. Federico Passin, directeur de HEC Montréal, pour nous dire quelques mots d'ouverture. Merci. En espérant qu'il me reste un peu de voix.
Hello everyone, bonjour à tous et à toutes. Écoutez, c'est avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue à cet événement résolument tourné vers l'avenir aujourd'hui. Une conférence comme celle-ci me rend particulièrement fier, car elle illustre l'engagement profond de HEC Montréal envers une gestion durable et responsable. L'édifice Hélène Desmarais, où on s'est réunis aujourd'hui, incarne cette volonté de créer un espace de collaboration entre les milieux universitaires et d'affaires. Ensemble, nous avons la capacité de développer les connaissances et les outils de gestion qui répondent aux défis d'aujourd'hui, notamment en termes de transition durable. HEC Montréal a récemment fait plusieurs avancées importantes dans cette direction, notamment la transformation de plusieurs cours dans la majorité des programmes pour y intégrer les fondements de développement durable et plusieurs outils liés à la transition durable. De plus, on teste dorénavant les connaissances en développement durable de nos étudiants dans plusieurs programmes et à l'entrée et à la sortie. Ces efforts sont reconnus à l'international. HEC Montréal figure parmi la liste des écoles de gestion les plus aptes à former des leaders responsables et à intégrer les enjeux sociétaux dans les sphères de ses activités, selon le Positive Impact Rating for Business School, dévoilé lors du forum PRME de l'ONU. Notre plan stratégique 2024-2027 reflète cette ambition avec une signature spéciale résolue à faire plus pour la transition durable dans un monde en transition. Nous agissons sur 4 axes. Former des leaders responsables, créer des savoirs innovants dans nos pôles de recherche, accompagner les organisations dans leur transformation et être exemplaires dans nos pratiques, aussi bien dans nos opérations courantes que dans nos investissements. Nous sommes également très fiers de compter plusieurs chercheurs engagés et prolifiques, notamment Pierre-Olivier Pinault, que vous verrez aujourd'hui. Ses travaux sur les politiques énergétiques, son implication dans la communauté illustrent parfaitement le rôle que joue HEC Montréal dans le débat public et le rayonnement scientifique. Une journée comme aujourd'hui nourrit ma confiance en l'avenir et en la capacité de notre communauté à soutenir nos missions d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité, dans le but d'agir concrètement, toujours plus en phase avec les besoins de la société. Je tiens chaleureusement à remercier toutes les personnes impliquées dans l'organisation de l'événement d'aujourd'hui. Je vous souhaite de fructueuses discussions et une excellente journée. Bonne journée à tous. Merci. Merci tout le monde. Juste un petit moment d'intermède, puisqu'on peut réinstaller les sièges pour entamer la conversation avec Grégoire Baillargeon. Donc, dans 2 minutes, je crois que la technique va être prête ici. Ce ne sera pas très long. Merci à la technique. Est-ce qu'on peut monter un peu le son de mon micro lorsque vous serez de retour? Merci.
Donc, encore une fois, merci pour votre présence. Thank you for being here today. For those of us who just joined us and didn't see that we have live and instant translation from French to English today that is available throughout the day. So feel free to download the Interprify app here with the QR code that is available to you, and you'll be able to listen through your earphones or read directly on your device the live translation. We will do this panel in French with Grégoire Baillargeon, qui est président de BMO Québec, qui est aussi vice-président du conseil de BMO Marché des capitaux. C'est un plaisir et un honneur de t'avoir avec moi, Grégoire. On va se tutoyer comme on se connaît depuis un certain temps quand même. Merci d'être là. C'est un plaisir. Merci de nous accueillir. Puis merci pour le leadership que vous démontrez en organisant la conférence. Merci, merci. Donc, vous savez, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas facile d'être actif dans le milieu, disons, de la durabilité, de la finance ou de l'économie durable ou du marché du capital naturel, par exemple, ces jours-ci. Malgré cela, on tombe parfois un peu par hasard sur des gens comme Grégoire que je fréquente, que je croise à plusieurs événements comme ça. Puis à chaque fois que je le croise, je me rends compte qu'on partage une même sensibilité en fait pour des questions de développement durable. Puis ça m'a piqué un peu ma curiosité. Et c'est pour ça que je pensais que c'était une bonne idée de l'avoir avec nous ici sur la scène aujourd'hui. Et moi, ça fait 25 ans que je suis impliqué dans toutes les choses d'économie et finances durables. Et j'ai rarement croisé des gens aussi passionnés que Grégoire aussi sur des sujets comme ça. Donc, je serais curieux de voir, Grégoire, qu'est-ce qui te motive en fait? D'où ça te vient cette passion-là pour ces choses-là de tout ce qui est développement durable? En fait, c'est intéressant comme question pour commencer. J'imagine qu'un peu tout le monde dans la salle, on a eu nos moments qui, dans nos carrières, ont catalysé un certain engagement envers la question. Si vous êtes ici, c'est évidemment que vous y avez un intérêt. Pour moi, c'est une confluence de différents facteurs. Premièrement, certainement, à travers l'ensemble de ma carrière, j'ai toujours été très à l'affût de l'innovation, une vue vers le futur qui était toujours très lucide, aucune peur du changement. Pour moi, s'assurer qu'on voit le futur de façon claire et qu'on s'y dirige de façon intentionnelle a toujours été quelque chose qui était fondamental dans tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Et dans mon parcours sur la question de la durabilité, il y a des aspects dans la vie personnelle, évidemment, avoir une famille, des enfants, regarder l'avenir, comprendre l'avenir, dans quel avenir on les envoie. Des réalisations de nos modes de vie qui nous amènent nécessairement à une éco-anxiété personnelle. Alors, il y a des moments personnels dans ça. Et il y a des moments où mon organisation m'a accompagné dans ça. La BMO, en 2020-2021, a décidé de prendre un leadership marqué sur un ensemble de questions, encore une fois, avec une vue du futur qui était claire et limpide. Et on a fait l'acquisition d'une firme importante dans les marchés du carbone pour devenir un des marchés, des leaders nord-américains dans ça. On a mis en place des groupes de couverture de la transition énergétique, des groupes de finances durables et un ensemble de professionnels pour être capable d'accompagner l'organisation tant dans la gestion du risque que dans la divulgation. C'est enivrant pour des professionnels dans une organisation de voir ça. Puis évidemment, si on offre des nouveaux services, entre autres les marchés du carbone, pour moi, ça a été un catalyste. Parce que si on offre un nouveau service, bien, moi, je suis un peu un geek, là. Je veux comprendre en profondeur. Alors, je n'avais pas une grande connaissance des marchés du carbone à ce moment-là. Mais si on veut comprendre les marchés du carbone, il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre la science, il faut comprendre l'ensemble. Alors, j'ai non seulement lu les rapports du GIEC, mais j'ai lu tous les appendices, j'ai tout digéré en profondeur. Et c'est devenu, avec le temps, une passion personnelle intense. Je te dirais qu'à peu près tout mon temps personnel est passé à essayer de régler ce puzzle-là. Intellectuellement, je trouve que c'est la chose la plus complexe, c'est pas le bon mot, mais stimulante. Comment on change nos systèmes de façon à arriver à une économie qui est pleinement durable. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, c'est pas simple, mais il faut y arriver. Et donc, de pouvoir bouger tous les morceaux de la roue pour qu'avec le temps, on arrive à cet endroit-là. Et donc, de décortiquer cet enjeu-là est devenu une passion personnelle. Je lis à peu près un livre par semaine sur la question. J'écoute des heures de podcast. Je consomme absolument toute l'information. J'aime lire Pierre-Olivier Pinault qui est ici dans la salle, tant ses points de vue que ses recherches en profondeur. Et donc, voilà, c'est ce qui a catalysé mon intérêt.
Merci Grégoire. Donc, je pense que comme on dit en anglais, you've met your match in this room, avec tous les gens qui sont ici, qui, je pense, partagent un peu toute notre, je vous dirais, notre passion, notre anxiété peut-être, mais aussi, maintenant, on va parler un peu plus aussi de qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, parce qu'on est un peu bousculé depuis quelques années, quelques mois en particulier, avec tout l'agenda, en fait, si vous voulez, de lutte au changement climatique. Puis on pourrait faire un constat un peu fataliste en voulant dire, bon, il n'y a plus rien à faire, on a le vent de face. Mais comme on sait, parfois, ça vaut la peine d'être contrarien. Même si on a le vent de face, parfois, ça vaut la peine de continuer. Je vous rappelle aussi que cette année, on a eu la plus grande augmentation annuelle d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, on a déjà atteint des niveaux absolus incroyables, mais l'augmentation annuelle aussi est la plus élevée dans l'histoire. Et on est aussi dans une année où on a eu les grands feux en Californie qui a détruit une grande partie de la ville de Los Angeles. On a eu la pénurie d'eau au Québec, qui est en fait la première fois que je vois ça prendre de l'ampleur dans le monde public. Dans les journaux, on en parle. C'est un enjeu de campagne municipale maintenant. On regarde ça, Grégoire, puis qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est quoi le constat? Est-ce qu'on doit arrêter parce que finalement on a le vent de face ou on continue, on pèse sur la pédale? Comment on fait pour interpréter ce qui se passe là? Je pense que dans beaucoup de notre conversation ce matin, on va parler de ça, mais je voudrais juste prendre la balle sur l'état de la crise ou des crises là, auxquelles on fait face. Une façon que j'aime exprimer la chose, c'est ça fait 200 ans, effectivement, que l'industrialisation nous a amenés là où elle nous a amenés. Mais quand moi je suis né, on est en 1975, on est il y a 50 ans, le CO2 dans l'atmosphère était déjà passé de 280, qui est essentiellement la concentration qui a permis à la civilisation humaine de se bâtir, était déjà rendu à 330. 50 parties par million qui avait augmenté. Dans ma vie à moi, on a augmenté d'à peu près 100. On est à peu près à 430 parties par million maintenant. La trajectoire est pas soutenable. Là. Peu importe la vue que quelqu'un peut avoir du maximum auquel on peut pousser certaines limites planétaires, il y a des limites. Tout le monde accepte qu'il y a des limites, puis j'ai parlé à des gens dans différentes sphères de la société qui peuvent être perçus comme ayant différents points de vue. Tout le monde est d'accord, il y a des limites à la quantité de gaz à effet de serre qu'on peut mettre dans l'atmosphère. Et donc, il va falloir courber. La question de la destination, à quelle vitesse, net zéro, quelle année, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, il y a beaucoup de choix politiques dans ça. Il ne faut pas se surprendre qu'il y ait de la polarisation. À partir du moment où il y a un choix à faire, il y a des intérêts en jeu et il y a des choix différents que différentes parties peuvent prendre. Mais sur le concept qu'il y a des limites et qu'on va devoir s'en aller vers une économie plus durable, c'est non négociable. Et il semble qu'on négocie la science de nos jours, ce qui est dérangeant. Mais ce qu'on ne peut pas négocier, c'est la physique. Point à la ligne. La physique, ça ne se négocie pas, et on parle de phénomènes physiques qui s'appliquent à la planète. C'est vrai sur la concentration de CO2 dans l'atmosphère, mais c'est vrai sur un ensemble de limites planétaires, et l'Institut Potsdam le dit clairement. Là, on a dépassé une 6e limite planétaire tout récemment sur l'acidification des océans. Alors, c'est sûr qu'on pousse ces limites-là beaucoup trop loin. Et donc, il faut que l'ensemble de notre système économique, il courbe. On n'a pas le choix, il va falloir s'y rendre. À quelle vitesse, il y aura des choix à faire, on va en parler. Mais l'état de la crise est véritable. Et donc, comment on navigue dans ça, c'est ta question. Je pense que la première chose, puis la grande thématique que je voudrais que tout le monde se rappelle ici, c'est, je le dis en anglais, le noise versus signal, le bruit versus le signal. Il y a beaucoup de bruit sur la question des enjeux environnementaux, du bruit, c'est-à-dire que certains politiciens vont se positionner de certaines façons, et donc il y a une polarisation extrême dans le narratif. Mais dans les faits, les grandes corporations de ce monde ne sont pas des corporations mal gouvernées, ne sont pas négligentes, voient un futur, ils sont lucides face à un futur, ils savent qu'on va devoir décarboner, ils savent que des réglementations vont continuer à entrer dans différents pays, qu'il y aura des ajustements à différentes frontières sur des aspects de carbone. Et donc, il y a l'activité de décarbonation, elle continue. Il n'y a pas de conseil d'administration ou de CEO qui se dit « Ah, moi, j'en profite, là, le futur a soudainement changé. » Le futur, il reste le même. On va devoir se rendre à une certaine destination. Et donc, le travail, il continue. Il continue sans bruit. Et le signal, il est clair.
On a des choses à faire. Les corporations continuent à y travailler. Et ça, je ne peux pas dire à quel point c'est très différent. Quand on parle avec les intervenants, il y a encore des choses qui se font. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des vents de face, on va en parler beaucoup. Mais il y a des choses qui continuent à se passer. Le fondamental est encore là. Et il y a moyen d'y travailler. Tu travailles pour une grande organisation nord-américaine. Tu es dans un leadership role, en fait, un rôle de leadership dans cette organisation-là. Tu as une présence publique assez importante en termes de, je dirais quasiment un Chief Climate Officer de BMO. C'est peut-être pas ça le titre réel, mais de facto, on va dire que ça pourrait ressembler à ça. Comment est-ce que tu fais pour... c'est quoi ton rôle, en fait, dans ce contexte-là, dans l'organisation? Puis comment tu fais pour garder un peu l'intérêt sur cette question-là dans l'environnement très bruyant, comme tu viens juste de le mentionner, qu'on a en ce moment? Alors, le rôle officiel, je suis vice chair ou vice-président du conseil de notre Institut du climat. On a un institut qu'on a mis en place en 2020-2021 chez BMO, qui est là à l'interne avec des spécialistes qui ne sont pas nécessairement des banquiers. C'est des gens qui sont spécialisés en durabilité et en climat, qui sont là, un, pour conseiller l'organisation, deux, pour agir de pont entre les différents acteurs de la société sur la question. Qu'on parle du milieu politique, ceux qui mettent les politiques en place, les secteurs industriels avec lesquels nous, on a la chance d'interagir, le milieu académique qui arrive avec énormément de bonnes perspectives et toutes sortes d'innovateurs de marché et de marché de la finance. Donc, notre Institut du climat, il est là pour être un pont et pour amener de la connaissance à l'intérieur de notre organisation. C'est notre Institut du climat qui met en place nos formations climatiques qui sont disponibles à tous nos employés et dans plusieurs lignes d'affaires obligatoires. Alors, oui, on distribue cette information-là, on s'assure que nos gens... Pourquoi? Parce qu'un banquier qui interagit avec un secteur industriel quelconque ne peut pas ne pas avoir une perspective claire et limpide du futur, de l'état des émissions dans une industrie donnée ou encore des risques physiques ou de transition de son industrie. Et donc, on s'assure on appelle ça être future focused, là. On s'assure d'être proactif sur la question. C'est la meilleure façon d'être la banque de l'avenir. Et donc, comment on navigue ça, puis comment moi je navigue ça? Alors oui, je suis dans une banque nord-américaine. La BMO est maintenant aussi grande aux États-Unis qu'au Canada. Et donc, on ne se prend pas position dans ces débats-là. On n'est pas des politiciens. On n'est pas là pour faire la morale au monde entier, mais on est là pour être responsable et pragmatique sur comment on peut naviguer l'ensemble de nos rôles. C'est pas facile, mais le privilège que j'ai dans mon rôle, c'est justement de pouvoir sortir des tunnels. Quand je vous dis que c'est une passion, alors je lis évidemment beaucoup de choses sur la question climatique, tendance à m'amener dans un certain tunnel de perspective. Mais j'ai aussi le privilège de travailler pour une organisation comme ça, alors de me déplacer aux États-Unis, de parler avec certains de mes partenaires qui ont des pressions X ou Y dans leurs juridictions respectives. J'ai le privilège d'aller à Calgary, rencontrer mes partenaires puis leurs clients qui travaillent dans l'industrie du pétrole et du gaz pour mieux comprendre la perspective de la transition. Et il y en a une transition, il y en a une perspective. Encore une fois, il y a beaucoup de bruit sur quand on croise des gens ou quand on voit des prises de position qui sont dans le déni. On pense qu'il y a toute une industrie qui est dans le déni, mais je vous assure, ce n'est pas le cas. C'est complexe. Si on est CEO d'une entreprise pétrolière et gazière, notre rôle fiduciaire, les gens vont dire, c'est de faire des profits. Il y a un rôle fiduciaire qui est de livrer l'énergie que le monde a besoin pour fonctionner. Ces gens-là se lèvent le matin et ont un rôle à jouer dans l'économie qui est absolument fondamental. De dire qu'ils sont tous dans le déni, c'est faire des conclusions trop rapides. Ces gens-là se creusent la tête. Comment on navigue ça? Comment on navigue la pérennité d'une économie, d'une région? Comment on s'assure de livrer de l'énergie de façon la plus responsable possible? Et c'est sûr qu'on peut identifier un nombre de choses qui ne sont pas nécessairement à la hauteur des attentes de plusieurs groupes, mais il y a une intention qui est quand même là. Alors, ce privilège-là de sortir des tunnels me permet de développer une vue plus centriste, peut-être plus pragmatique sur comment on peut la naviguer, cette transition-là. Et je vais vous dire, ça prend toutes sortes de choses pour changer un système. Et ça prend de la pression, ça prend de l'activisme, je respecte ça à 100%, c'est important. Ça prend surtout des gens dans tous les postes, partout dans le système, qui comprennent les enjeux, puis qui prennent les bonnes décisions, puis qui travaillent ensemble dans une même direction.
Alors souvent, je dis, les gens qui ont de l'énergie pour cette question-là, on peut y travailler en marge puis mettre de la pression, ou on peut travailler dans les organisations, dans le système, et s'assurer qu'on fait avancer les choses. Et donc, puis faire avancer les choses, c'est pas de ne pas écouter les perspectives de d'autres. Puis il y a beaucoup de ça dans les mouvements de face qu'on vit. On avait quand même un progrès encourageant ces dernières années sur la question de décarbonation. Évidemment, pas assez vite, mais il y avait un progrès qui était senti. Dans ça, il y a des gens qui se sont sentis lésés. Il y a des portions de la population qui se sont sentis lésés. Et il y a des mouvements de population, il y a des mouvements électoraux qui ont exprimé ça. Et il faut écouter. C'est important. Je veux dire, on va faire cette transition-là, tout le monde ensemble, là. Et donc, je pense que ces vents de face-là, il y a aussi une opportunité d'écouter et de ramener certains points à un niveau d'action pragmatique qui nous permet d'accélérer. On pourra le creuser un peu plus, si tu veux. J'aime ton point sur comment faire évoluer toute la société. Peut-être qu'on va y revenir à l'ouverture à la fin. Mais tu sais, si on recule il y a 10 ans, on avait l'actuel premier ministre du Canada qui lançait le Net Zero Banking Alliance. Et le Net Zero Banking Alliance a été, on va dire, sabordé cette année. Donc, tous ces gens-là qui ont cru qu'on était embarqué dans une espèce de transition dans les 10 dernières années, puis on se souvient tous de l'espèce de hype qu'il y avait en 2019, 2020, 2021. Je veux dire, nous, on suit beaucoup les marchés boursiers associés à tout ça, mais c'était vraiment le sujet du jour. Aujourd'hui, c'est devenu l'intelligence artificielle, mais il y a 5 ans, c'était la durabilité, le sujet qui était hot, là. Puis là, on parle de ça, puis c'est rendu un sujet un peu, je dirais pas toxique, mais quasiment bizarre un peu d'en parler. Puis c'est pour ça que faire une conférence comme on fait ici aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Mais comment on fait? Qu'est-ce que ça change tout ça, ce changement de tack? Si je prends un terme de voile, qu'est-ce qui arrive quand on fait un changement de tack comme ça dans la société, alors qu'une grande institution financière comme BMO a déjà lancé un peu son parcours sur la durabilité? Qu'est-ce que ça change pour vous, au jour à jour, tout ça, ce changement de vent? Rien. À peu près rien. La question de l'alliance de diverses parties prenantes dans le milieu financier, en 2020-2021, quand justement ce mouvement-là se mettait en branle, pensons-y, là, on a l'accord de Paris. Suite à l'accord de Paris, se développe évidemment un consensus de plus en plus large et global que c'est vers ça qu'on s'en va. Et il y a un monde corporatif qui doit rencontrer l'agenda. Et donc, ça prend un certain temps, mais les conseils d'administration, les CEO, les dirigeants d'entreprise, non seulement s'éduquent sur la question, mais se disent comment on prend notre organisation de, dans notre cas, 50 000 employés, puis comment on pivote, qu'est-ce qu'on a à faire. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de se dire, hey, on peut-tu faire ça open source? Est-ce qu'on peut se parler, toute la gang ensemble, puis se dire, toi, tu fais quoi? Dans quelle direction tu t'en vas? Ah, ça, c'est une bonne idée, je vais faire la même chose. Et donc, l'Alliance amenait un partage de meilleures pratiques sur le risque, la gestion du risque, le risque physique, le risque de transition sur les périodes de duration des prêts et des actifs d'une organisation, la vérification et la divulgation des informations qui ont trait avec nos empreintes carbone. Scope 1, Scope 2, c'est facile. Mais Scope 3, financement des entreprises. Comment on va faire ça? Comment on va mesurer ça? Est-ce qu'on envoie de l'information au marché qui est la bonne? De quelle façon on va faire ça? Alors, beaucoup d'échanges de meilleures pratiques. Du développement de nouveaux produits aussi. Aujourd'hui, les organisations ont atteint un certain niveau de maturité. Là, chez nous, c'est des centaines de personnes qui travaillent sur cette question-là. On a des départements de risque, des départements de divulgation, des départements de finances durables, d'investissement responsable, de marché du carbone, de blended finance. Alors, on a plus ou moins besoin que nos compétiteurs soit nous copient ou que nous, on copie nos compétiteurs. À un moment donné, il y a une certaine maturité qui s'opère, puis on est capable de naviguer par nous-mêmes. Donc, il ne faut pas surinterpréter
cette sortie-là, que ce soit pour nous ou l'ensemble du secteur financier. Il n'y a pas une course à se dire « Ah, il y a une opportunité de ne plus rien faire ». Ce n'est pas du tout ça. Alors, le futur, il est limpide et je vous assure, les organisations bien gouvernées savent où le futur s'en va et on y travaille. Cela dit, c'est un sujet qui est devenu, malheureusement, très, très polarisé. Alors, c'est possible que ce soit sur ça ou d'autres questions sociales que les grandes organisations du monde entier décident de ne pas prendre une prise de position politique, parce que des prises de position politiques, n'importe quelle firme de relations publiques va vous dire que c'est dangereux à prendre. Alors, il ne faut pas surinterpréter ça non plus. On n'est pas là pour faire la morale au monde. Certains pourraient nous faire la morale aussi, là. Et donc, ce qui est important, c'est de jouer nos rôles fiduciaires de la bonne façon. Un rôle fiduciaire, c'est nuancé, c'est complexe. Le rôle fiduciaire des banques, c'est pas juste de faire des profits. C'est de ramasser les dépôts des gens et de les garder en sécurité. Pour les garder en sécurité, il faut monter une structure de capital qui est non seulement réglementée, mais sur laquelle on doit offrir du rendement. Ce rendement-là, c'est effectivement la profitabilité des institutions financières. Une institution financière qui n'a pas de profit, elle s'écroule et n'aura pas des dépôts en sécurité. Alors, c'est de financer l'économie, c'est d'être le catalyste pour une économie prospère. Une économie, ça a besoin de diverses industries. De se dire, si une banque ou une autre se disait, ben nous, on va se concentrer juste sur une portion de l'économie qui est peut-être plus facile, qui est plus verte, qui est plus... Ben, il ne joue pas son rôle fiduciaire canadien ou nord-américain de financer l'ensemble de l'économie. On se fait critiquer, évidemment, les institutions financières sur le financement du pétrole et du gaz. La réponse, c'est on va continuer, évidemment, à financer le pétrole et le gaz, particulièrement dans une démocratie qui décide, peut-être à différents moments dans le temps, de s'en aller à différents endroits sur la question énergétique, mais qui décide d'être un pays producteur de pétrole et de gaz. Ça fait un peu partie de notre rôle. Et je vous dirais, pour moi personnellement, qui est très attaché à la question climatique, je considère fondamental qu'on soit à la table. Puis je suis sérieux à propos de ça. Le capital bancaire est le capital le plus réglementé au pays, mais certainement, probablement le plus réglementé au monde, le capital bancaire canadien. Et je nous recommande à tous les Canadiens que le capital le plus réglementé soit à la table des industries les plus difficiles à décarboner. C'est une courroie de transmission, non seulement pour l'économie, mais c'est une courroie de transmission pour toutes sortes de conversations où on va amener tous ensemble l'économie. Le profil carbone du financement des banques va ressembler à celui de l'économie canadienne dans son ensemble. Et donc, pour moi, que les banques soient à cette table-là, c'est important. Je mettrais aussi une nuance importante entre cette question-là pour les banques et cette question-là pour les fonds de pension. Un fonds de pension s'investit avec une duration sur ses investissements et ses obligations qui est à très long terme. Un fonds de pension, les obligations vont être aux retraités éventuels. On est dans plusieurs décennies. Les compagnies d'assurance-vie ont aussi des durations très, très longues. Donc, leurs actifs se doivent d'être à très long terme. Et si on se dit on achète un actif sans perspective de transaction court terme, il faut acheter des secteurs qu'on pense que dans 25 ans vont être solides, là. Alors, il peut y avoir une question véritable de se dire, mais est-ce que vraiment on se met dans des secteurs qu'on sait qu'ils devraient être en déclin séculaire à travers le temps? C'est une très bonne question. Pour les banques on prête sur de très courtes durations, étant donné les dépôts et la façon dont le capital des banques est structuré. On ne fait pas de prêts sur 10, 12, 15 ans de façon très exceptionnelle. On fait des prêts sur 3, 4, 5 ans. Et donc, sur 3, 4, 5 ans, la perspective de risque est un peu différente. Donc, je pense que de garder le capital réglementé à la table des industries difficiles à décarboner, ce n'est pas une problématique. Mais il faut être responsable. Ça veut dire qu'il faut avoir de vraies conversations avec nos clients. Il faut comprendre leur plan de décarbonation. Il faut comprendre le sérieux qu'ils ont, que ce soit de décarboner, même dans le secteur énergétique, les raffineries. Donc, le projet de Pathways, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Si on en livre de l'énergie, on devrait la livrer le plus décarbonée possible. Puis après ça, en amont, il faut s'assurer de livrer les solutions d'électrification, les solutions de décarbonation, puis on pourra parler de l'état de ça. J'ai une question en aparté à ça. Est-ce que la durabilité dans le monde des affaires, dans le monde financier, dans le monde économique, ça marche sans le gouvernement? Est-ce qu'on pourrait entrevoir, parce que là, il y a un recul réglementaire, on en parle à toutes les semaines dans le journal, mais on le voit bien, les normes zéro émission,
On parlait même de tirer la plug sur le marché du carbone au Québec il n'y a pas très longtemps. Je veux dire, Trump, justement, c'est ce qu'il essaie de faire en Californie depuis quelques années déjà. Mais est-ce que tout cet agenda-là est vraiment juste dépendant de l'initiative gouvernementale ou bien est-ce qu'il y a une inertie intrinsèque, si je peux dire, à tout ce mouvement-là qui pourrait venir du monde des affaires, qui pourrait venir du monde bancaire ou financier? Dans quelle mesure a-t-on besoin du gouvernement pour faire ce qu'on veut faire finalement? Parce que si on écoute la philosophie de certains de nos voisins du Sud, le gouvernement, c'est jamais été un vecteur de création de richesse de toute façon, c'est toujours du secteur privé. Puis je serais curieux de voir s'il y a une démission de l'État dans une certaine mesure. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut reprendre le bâton? Mais le changement en société, il vient soit à des moments où l'innovation amène le changement à se faire tout naturellement parce qu'économiquement ou par l'amélioration d'un processus, l'innovation rend le changement simple et évident. Le gouvernement ne nous a pas poussé des iPhones, là. On avait le goût de l'avoir, on aimait l'innovation. Alors, on n'a pas besoin de créer des changements nécessairement par les gouvernements. Alors, l'innovation est critique ici. Quand est-ce que on a besoin du gouvernement dans 2 ou 3 circonstances? On a besoin du gouvernement quand l'innovation, elle peut se faire, mais elle est, pour l'instant, non économique pendant une certaine période de temps. Et la seule façon d'amener une masse critique de nouveaux projets, de volume qui amènent les prix à la baisse, ce n'est qu'avec le support gouvernemental parce que l'ensemble du secteur économique n'est pas capable de se mettre la pression. On peut parler du solaire, par exemple. Si ce n'était pas de l'Allemagne, il y a plusieurs décennies, qui a décidé à un moment donné de subventionner le solaire de façon intense, bien, c'est sûr qu'on n'aurait pas une baisse du prix des panneaux solaires qui est aujourd'hui de l'ordre de 95-97 depuis ce temps-là. C'est parce qu'au début, il y a eu du volume, puis tranquillement, ça s'est mis à descendre parce qu'il y avait de plus en plus de manufacturing. Et la Chine qui est rentrée, évidemment, ces dernières années, puis qui en déploie de façon magistrale, on continue cette courbe-là. Aujourd'hui, le solaire est la source d'énergie la plus cheap au monde. Je ne pense pas que les gens réalisent ce que ça veut dire, là. C'est probablement, vue personnelle ici, là, une opinion très personnelle, c'est peut-être le moment le plus significatif de l'histoire de l'humanité. Je pèse mes mots quand je dis ça, là. La source d'énergie la plus cheap peut être collectée avec une vitre et on reçoit l'énergie solaire gratuitement pour une période de 25 ans. C'est extraordinaire, là. Pensez-y une seconde, jamais dans l'histoire on a eu de l'énergie offerte gratuitement, que ce soit les animaux, que ce soit évidemment l'ensemble de l'énergie qu'on devait produire à travers les énergies fossiles, même les sources d'électricité qu'on avait. Et les énergies fossiles nous ont amené des sources d'énergie tellement cheap qu'on a vu une explosion des niveaux de vie, des populations évidemment, mais de la mortalité infantile qui s'est améliorée de façon extraordinaire partout dans le monde. Encore beaucoup de chemin à faire dans le Global South. De l'espérance de vie. Mais tout ça, là, c'est l'énergie. Ça prend de l'énergie pour arriver à amener le progrès économique qu'on a vécu. Et donc, c'est les énergies fossiles qui ont amené ça. À partir d'aujourd'hui, ces dernières années, c'est devenu l'énergie solaire. C'est absolument extraordinaire. Je crois à un monde d'abondance. Je ne peux pas vous mettre de date. C'est certainement pas 2050, on va pas assez vite. Mais je crois à un monde d'abondance où l'énergie renouvelable, qui est absolument partout, qu'elle soit solaire, qu'elle soit le mouvement des marées, le mouvement des vagues, le mouvement du vent, elle est partout. De l'énergie, il y en a en abondance et on va arriver à l'harness, d'aller la chercher et faire fonctionner une grande majorité de nos systèmes. Donc je pense que c'est possible d'amener ce changement-là. Alors, je reviens à ta question. Grâce au travail des gouvernements dans ces années-là, puis ça n'avait donc pas de bon sens de mettre autant de subventions sur le solaire, on arrive là aujourd'hui. Il y a beaucoup de portions de l'innovation qu'on a besoin, ça va prendre le support du gouvernement. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Je pense qu'il faut aussi reconnaître que
du progrès, on en a fait beaucoup. Si vous pensez à l'intensité carbone, soit d'un dollar de PIB ou l'intensité carbone per capita, okay, par personne, c'est extraordinaire l'amélioration qu'on a. Là. Par dollar de PIB, l'intensité carbone est en chute libre là, depuis les années 90, là, 80. Elle est en chute libre, là, moins de 50% de l'intensité carbone, probablement encore plus que ça. Nos empreintes carbone par personne sont à peu près un tiers de celles de nos grands-parents. Vous dites, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, parce que dans le temps, on polluait de façon complètement ridicule. Les voitures, le gaz qui était consommé dans les voitures envoyait du CO2 dans l'atmosphère de façon absolument faramineuse. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, à mesure que l'innovation amenait des processus qui permettaient de faire moins d'émissions, de consommer l'énergie de façon plus efficace, bien, les gouvernements, tranquillement, mettaient de la réglementation pour s'assurer que toute voiture vendue soit à l'intérieur des normes d'émissions. Des normes d'émissions, il y en a partout dans le monde, dans tous les secteurs, dans toutes sortes de sources d'énergie, mais à des niveaux qui permettent au secteur de rester économique puis d'avancer. Alors, on va se rendre là. Est-ce qu'on aura des règles sur des véhicules zéro émission? Oui. La question, c'est que ça peut faire peur quand on met une destination précise, mais on a les technologies. Il s'agit juste que le volume nous amène à ce que ces prix-là continuent à descendre. Puis à un moment donné, ça va tenir tout seul, puis ça va être très simple politiquement de mettre des normes à partir du moment où les solutions existent. Demander des sacrifices à la population, c'est difficile. L'innovation réduit la quantité de sacrifices. Voilà. On parle beaucoup de carbone. Tu viens de parler de la science, de l'innovation. On connaît la science, on connaît même les solutions. On dirait que le carbone, c'est la chose facile à résoudre, en fait, le problème du carbone, si on compare au concept de la biodiversité. Okay? Et ça, c'est évidemment, c'est une partie un peu intrinsèque de la conférence aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on peut... Dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait appliquer ce qu'on a appris des façons avec lesquelles on essaie de travailler avec le carbone et appliquer ça au concept de la biodiversité ou des concepts, même le marché comme l'eau, par exemple? Et parfois, moi, je regarde ça et j'ai l'impression que c'est un peu un fouillis. On ne sait pas trop de quoi on parle, on ne sait pas trop c'est quoi la science, on ne sait pas exactement c'est quoi le problème non plus qu'on essaie de régler. Et des fois, j'ai l'impression que ça devient toujours trop gros parce que c'est comme si on va radicalement changer toutes les façons dont on occupe le territoire, par exemple, si on parle de la biodiversité ou on utilise les ressources naturelles de façon générale. Comment on fait pour débroussailler tout ça? Puis, tu sais, venant d'un banquier, en fait, comment est-ce que vous pensez pouvoir adresser ça dans la façon dont vous travaillez avec ces différents concepts-là? Parce que c'est un sujet qui est davantage, qui est de plus en plus d'intérêt pour les investisseurs. Donc, tu sais, justement, il y a quelques années à Montréal, ici, on a eu la COP 15 sur la biodiversité. Il y avait des mouvements comme Finance for Biodiversity qui sont nés, donc plein de gestionnaires d'actifs qui ont signé ça puis qui ont dit, bon, mais il faut faire quelque chose pour la biodiversité. Entre dire quelque chose et le faire, c'est d'autres choses. Et d'avoir des résultats concrets basés sur un framework analytique valable, on dirait qu'on est loin là, de la coupe ici. Là. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Oui. On va commencer par parler un petit peu des marchés du carbone. Donc, on est un très, très gros acteur dans ces marchés-là. Pourquoi? Parce qu'on croit à un futur dans lequel, pour entrer dans le système économique, une externalité qu'on a, à mon avis personnel, oublié de mettre dans le système, là, il va falloir y mettre un prix. On n'a pas le choix. Là. On a un enjeu, on a une ressource qui maintenant est une ressource négative, mais c'est une ressource qui n'a pas été pricée dans nos systèmes économiques. Et si on ne met pas un prix dessus, on n'y arrivera pas. Le prix peut être à travers des taxes, mais le prix peut être à travers des marchés du carbone. On est des gros fans des marchés du carbone pour toutes sortes de raisons. La première, le concept de marché, puis évidemment, on a le TMX ici. Là. Le concept des marchés, c'est hyper puissant dans le système dans lequel on opère. Si on a une entreprise qui veut décarboner, réduire de 1000 tonnes un projet et qui a un certain budget à y appliquer, mais peut-être que l'entreprise voisine, avec le même budget, peut décarboner 2000 tonnes. Les marchés du carbone seraient là pour amener une efficacité dans le dollar, de façon à ce que le même budget soit dépensé à l'endroit qui décarbone l'économie le plus possible. Donc, un transfert de dollars et de crédits qui amènerait une décarbonation plus rapide de l'économie. Alors ça, c'est un concept des marchés du carbone. Mais de façon générale, qu'on ait des marchés qui deviennent de plus en plus agiles, complets, permettrait
qu'il y ait ce prix-là, qu'il y ait ces crédits-là, et donc qu'on puisse intégrer dans le système, de façon réglementée, de plus en plus à travers le temps, un prix à ces externalités-là. À partir du moment où il y a un prix, bien là, ça devient économique de faire nos activités de décarbonation si on est une industrie. Donc, c'est très important que ça rentre dans le système, et je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui s'inquiétaient énormément après l'accord de Paris sur « Ah non, on ne peut pas avoir des marchés du carbone là, parce que les entreprises ne vont pas se décarboner, ils vont juste acheter des crédits, puis ils vont faire ça tout croche. » Puis il y a eu toutes sortes d'erreurs de fait. Je vous dirais aujourd'hui, nous, notre perspective, de plus en plus, c'est de conseiller nos clients d'agir dans des concepts de like for like. Alors, c'est sûr que si on émet une tonne de carbone à travers un processus où on utilise des énergies fossiles et que le carbone va être dans l'atmosphère pendant un millier d'années et plus, bien, de planter des arbres qui, eux, vont vivre peut-être un siècle, puis qui vont grandir tranquillement, c'est pas le même carbone, c'est pas un offset, ça fonctionne pas. Like for like, ça voudrait dire d'aller chercher une tonne de carbone dans l'atmosphère et de la remettre dans le sol. On a Deep Sky, qui est un partenaire ici. Le Direct Air Capture est un exemple des processus de retrait de carbone de l'atmosphère. L'industrie du retrait de carbone de l'atmosphère va devoir devenir une des plus grandes industries de la planète. Il n'y en a pas d'autre chemin, même le GIEC le dit. Il n'y a pas de net zéro sans la portion négative du net. Là. Alors, ça nous prend des industries qui vont retirer du carbone. Est-ce que le Direct Air Capture va faire partie de ça? On verra, mais c'est certainement un des éléments qui pourrait prendre une portion de ça. Mais ce crédit-là, s'il existait, le crédit de Direct Air Capture, donc moi j'appelle un peu le Platinum Credit, là, parce que c'est un crédit qui est parfaitement observable, qui peut être vérifié par des vérificateurs, des ingénieurs sur la tonne de carbone et la séquestration et la vérification et possiblement l'assurance de cette permanence-là. Si ce crédit-là existe, même s'il est très dispendieux, il devient donc le prix d'une émission dans l'atmosphère. Et c'est à travers le développement de marchés qui ont différents types de crédits qui peuvent ressembler à différents types d'émissions qu'on pourra avoir une pression économique de cette externalité-là qui va forcer les entreprises à accélérer leur transition, se décarboner. Donc, dans les marchés du carbone, beaucoup de leçons de manque d'intégrité dans plusieurs projets, de façon d'acheter, de vendre des projets. Donc, j'espère que la biodiversité, puis je vais en parler dans un instant, va bénéficier de tous ces apprentissages-là, de ne pas faire les mêmes erreurs, parce que les marchés du carbone ont eu des vents de face à cause de ça, mais vont devoir trouver leur chemin. On va se retrouver de plus en plus dans un monde où ce qu'on appelait nos ressources naturelles, on va réaliser encore une fois l'externalité qu'il y a un revers à cette ressource-là. C'est qu'on a besoin de la pérennité de nos ressources. On a besoin de les préserver. Et donc, il y a une commodité cachée dans ça. Là. Il y a une commodité qui a l'air négative, mais que ce soit de la protection de forêt, que ce soit de la reforestation, que ce soit de la protection des milieux humides, que ce soit de la protection des cours d'eau, de la façon dont l'eau est utilisée. Alors, le chemin ressemble au marché du carbone, c'est-à-dire de créer un prix pour une ressource qui va devenir importante pour l'humanité, qui est la préservation de nos écosystèmes. Quand je dis « va devenir », ce qui m'inquiète le plus sur la question de biodiversité, c'est que, contrairement à la question de carbone, où je garde un certain optimisme qu'on peut courber les choses, on peut, si on le désire, retirer du carbone de l'atmosphère, on va les trouver, les technologies, on va y arriver. Et si on a une certaine nostalgie d'un climat stable, je pense qu'on l'a, il y a moyen de stabiliser les choses. À tout le moins, la science nous dit qu'il y a encore un chemin. Sur la biodiversité, on a des enjeux beaucoup plus significatifs. Je ne pense pas qu'on peut être nostalgique d'une biodiversité d'il y a quelques siècles ou décennies. On a reconnecté la Pangée, là, on a reconnecté tous les continents, on voyage partout, il y a des espèces qui traversent des frontières. En même temps, on a morcelé nos forêts. La biodiversité, c'est essentiellement un concept exponentiel d'air naturel. Et à partir du moment où tu morcelles, l'exponentialité s'effondre. Là. On ne sera pas capable d'être nostalgique et de ramener ça là, mais je pense qu'il est temps qu'on se réveille, qu'il y a des choses qu'il faut protéger et donc on va avoir besoin de marcher pour protéger ça le plus possible. Mais ça va être très, très complexe et encore plus complexe. Puis, je pourrais se parler de l'eau, là, mais la plus grande crise, selon moi, c'est notre crise du plastique. Et donc, celle-là,
on est en train, on dirait, de se réveiller. On est comme sur la question climatique dans les années 80-90, mais l'état de la crise, à mon avis, est terriblement avancé par rapport à au moment de notre réveil sur la question climatique. Grégoire, il nous reste, disons, 10 minutes, un maximum 10 minutes. Il restait deux choses dont je voulais parler. Puisque tu es un financier, on pourrait parler un peu des produits financiers de l'avenir pour adresser ces enjeux-là. On connaît bien les produits financiers qui ont été lancés depuis une dizaine d'années, mais je serais curieux de voir dans ton pipeline d'idées, de quoi a-t-on besoin, en fait, pour ce qui s'annonce devant nous, pour régler les problèmes dont on va discuter pendant les conférences ici. Est-ce que ce qu'on a sur la table en ce moment, est-ce que c'est suffisant? Puis quels sont les produits financiers potentiellement lancés par une firme comme BMO qui pourraient être d'intérêt pour résoudre ces problèmes-là? Puis après ça, je veux qu'on termine la conférence sur un peu, on regarde en avant. Alors, oui, ça va prendre de l'innovation de produits financiers. On a créé une super plateforme chez BMO de finances durables qui est de loin la meilleure plateforme au Canada là, en volume d'obligations, en volume de produits. On fait des produits basés sur la durabilité, pas juste des obligations, pas juste des prêts de la banque, mais aussi même des dépôts. On fait des swaps, on fait toutes sortes de produits qui servent à financer des initiatives souvent de décarbonation ou environnementale, et donc qui ont des bénéfices associés à l'atteinte d'objectifs. Ce ne sera pas suffisant. Cette tendance-là a été beaucoup ancrée dans le mouvement ESG, mouvement que depuis des années, j'ai dit, faites attention, la question environnementale, c'est une crise urgente. Et de mettre ça en paquet avec toutes sortes d'autres choses, c'est dangereux parce que si jamais le balancier revient, que ce soit sur la gouvernance ou le social, la crise, elle reste là, puis il faut continuer à y travailler. Donc, le mouvement anti-ESG, ce qu'il faut écouter de ça à tout le moins, c'est que ça peut être de tout essayer, de tout régler, de tout mettre dans un même panier. Personnellement, si une entreprise peut faire les bonnes choses environnementales, mais qui ont d'autres enjeux à fixer sur des questions de sécurité d'employés, des questions sociales, des questions de diversité, des questions de gouvernance, au moins travailler la question environnementale, et je veux le savoir. Et donc, dans nos évolutions, il va falloir reconnaître ça. Alors, je pense que les produits vont devenir très, très spécifiques. Et c'est mieux pour les entreprises et pour les investisseurs, c'est-à-dire qu'est-ce que mon dollar s'en va faire précisément et est-ce que ça marche? Donc ça va faire partie des innovations, les choses vont se préciser. Il y en a de la demande. On a fait la première émission obligataire pour une banque la semaine dernière, autochtone. Alors, on a fait une obligation qui est associée à du financement pour des projets autochtones. C'est la première obligation de ce genre-là au Canada. Alors, l'ensemble des fonds qu'on lève avec une obligation comme ça servent à capitaliser les efforts qu'on va faire pour les communautés autochtones. Et ça a été un grand succès. Donc, des investisseurs, il y en a, là, il y en a encore sur l'ensemble des questions sociales et environnementales. Et donc, il y a moyen de canaliser ça. Alors, il va falloir continuer à innover. Les innovations dont on a besoin, ça fait longtemps qu'on en parle, mais je pense qu'on s'approche encore plus de solutions concrètes. On en a quelques-unes. C'est les concepts de blended finance. De penser, particulièrement dans le monde actuel, que ce soit les banques, les fonds de pension, les compagnies d'assurance, vont dénaturer le profil risque-rendement qu'elles doivent avoir pour rester compétitives. C'est se mettre la tête dans le sable. Là. Les devoirs fiduciaires et la compétitivité des marchés financiers est telle qu'on ne peut pas nous annoncer, nous, on va changer notre profil risque. On va prendre plus de risques en innovation clean tech, puis on va prendre moins de rendement sur des projets environnementaux. L'ensemble de l'organisation va s'effondrer. Alors, si on est en train de faire ça, ben, ça ressemble à de la philanthropie. Si c'est de la philanthropie, ça peut être de la philanthropie, mais c'est là où le blended finance rentre en jeu. Alors, il y en a beaucoup de philanthropie de disponibles sur les enjeux environnementaux, tant chez les grandes fondations que dans le milieu corporatif. Et cette philanthropie-là peut venir combler des aspects du profil risque-rendement. Le blended finance, c'est aussi du travail avec les gouvernements, que ce soit le Fonds de croissance du Canada, Canada Growth Fund chez PSP, qui a 15 milliards à déployer pour accélérer la transition énergétique avec des aspects concessionnaires de capital, que ce soit chez Investissement Québec ou ailleurs. On en a du capital concessionnaire. Ce capital-là, il veut bien se déployer, mais il a besoin d'une courroie d'engrenage. Et je pense que les banques peuvent être un acteur important pour ramener ce capital-là à venir combler une partie du risque
qui amène ensuite le profil de risque-rendement à des niveaux plus naturels. On l'a vu avec les produits qu'on a développés pour refinancer les édifices commerciaux qui se décarbonent, projets dans lesquels on travaille avec soit Siemens ou d'autres firmes d'ingénierie. Ils viennent regarder un projet de décarbonation ou d'efficacité énergétique d'un bâtiment et mettre un certificat sur les rénovations, ce qu'ils amèneraient comme décarbonation. On amène ce certificat-là, BMO, chez EDC. Et EDC, si les objectifs de décarbonation sont convenables, vont garantir le prêt que la BMO va faire au client. Et donc, on prête au même taux que le gouvernement du Canada. Et ça permet aux clients, évidemment, de déployer des projets à des moments où le taux d'intérêt est beaucoup plus élevé. Ce type de choses-là, vous allez en voir beaucoup. On travaille sur ces projets-là parce que c'est la façon de garder nos rôles fiduciaires en place, mais d'aller chercher l'ensemble des membres de l'écosystème pour, avec ce qu'on appelle du blended finance, la finance mixte, pour arriver à financer. Alors, beaucoup d'innovation de ce côté-là. Moi, je veux voir d'innovation du côté gestion de patrimoine. On est embarré en ce moment beaucoup trop dans l'investissement responsable, le l'ESG, où je m'en fous complètement, puis j'investis, puis où mon gestionnaire place mes fonds là où il veut bien. Il y a entre les deux un besoin de capital et des rendements absolument extraordinaires à avoir sur les compagnies qui sont alignées sur un avenir clair et précis. L'avenir, c'est une économie à bas carbone. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Bien, il y a évidemment l'ensemble de nos industries et ça inclut le ciment, ça inclut l'acier. On va en avoir besoin. La question, c'est lequel des joueurs va se décarboner, va réussir à gagner le haut du pavé. Qu'est-ce que nos firmes d'ingénierie vont faire? Les firmes d'ingénierie sont au centre de la décarbonation et des projets d'infrastructure dans l'ensemble du monde entier. Alors, il y a des façons de venir s'investir pour catalyser la transition sans nécessairement avoir certains des aspects qui sont habituellement associés à l'investissement responsable qui deviennent très lourds dans la façon de faire un benchmark des entreprises. Donc, beaucoup d'innovation, j'ai espoir, en gestion de patrimoine pour amener les gens à avoir un focus très tourné vers l'avenir qui permettrait de déployer beaucoup de fonds. La gestion de patrimoine, vous le savez, là, je veux dire, tellement d'argent qui se gère dans les marchés et si on peut catalyser cet argent-là vers les bons projets, on va avoir beaucoup d'impact. Tu parles d'avenir, Grégoire, il nous reste 3 minutes. Toi et moi avons des enfants du même âge, ou à peu près. On leur dit quoi? C'est sûr que les choses ne vont pas assez vite. Là. On a une crise entre les mains, puis il faut que ça bouge plus vite. Mais moi, je tiens à ce que les gens gardent un certain optimisme. Puis c'est difficile souvent pour particulièrement les gens dans la salle ici là, qui travaillent sur ces secteurs-là. Alors, j'en parlais avec des gens à l'interne à un moment donné. C'était le fun en 2022. À chaque fois qu'on faisait une obligation basée sur la durabilité, on se faisait un full one-pager dans le Wall Street Journal, puis on était partout. Alors, c'était un item qui rendait les choses très enivrantes pour tout le monde. De nos jours, c'est un produit mature. On ne prend pas un one-pager dans le Wall Street Journal quand on fait une transaction des marchés de change et on n'en fait pas une des marchés de la durabilité non plus. Il y a une maturité. Alors, on n'est plus là, c'est moins enivrant. Il y a des vents de face. Dans les organisations, des fois, les priorités ont changé, puis l'innovation de ces produits-là peut être un petit peu plus loin. Cela dit, on n'est pas, il y a 5 ou 10 ans, où il y a un niveau d'inconscience chez les gestionnaires seniors d'entreprise. Dans le mid-level management, il en reste, mais les conseils d'administration, les CEOs, puis moi, ma job, je transige avec des CEO constamment. C'est un sujet de niveau CEO, c'est un niveau board, et tout le monde a les yeux sur cette balle-là. Il n'y a pas d'inconscience. Alors, pour moi, il y a de l'optimisme énorme dans ça. C'est-à-dire, c'était ça la chose la plus difficile à atteindre, c'est de conscientiser les decision makers du monde entier. Ce qui en reste, de toute évidence, il en reste à travailler, mais la plupart sont à une autre place. Ça amène énormément de gens de talent à travailler, soit sur l'innovation. Le nombre de mes amis qui ont gradué avec moi, qui à un moment donné ont eu un moment comme moi ces dernières années, ont gradué en ingénierie, maintenant ils travaillent à des solutions climatiques dans des entreprises. Le nombre de gens en finance qui travaillent dans des postes d'innovation en finance durable. Le nombre de gens qui ne sont pas dans ces chaises-là, mais qui aimeraient ça y être. Des gens de talent qui sont partout, qui ont des super idées. Ce mouvement-là, je m'excuse, il est inéritable. C'est la même chose que je disais sur le solaire tantôt. On a un ensemble de solutions qui sont économiques ou sur le point de l'être. On a des professionnels partout dans le système qui
catalyse l'innovation, ce mouvement-là, il est inarrêtable. On va se rendre, puis il va être exponentiel, puis on va aller dans la bonne direction. Est-ce que c'est un mouvement de sacrifice? Je ne pense pas que c'est un mouvement de sacrifice. Je pense que c'est un mouvement d'innovation qui va amener un monde meilleur. Puis ce qu'on va livrer à nos enfants, c'est un monde meilleur. Il faut que ce soit ça. L'alternative est juste pas acceptable. Donc, de ma perspective, dans tout ça, il y a lieu d'avoir un certain optimisme. Il y a beaucoup de progrès qui se fait. C'est pas vrai que tout est négatif. Je vous parlais de nos empreintes carbone, l'intensité carbone de l'économie. Et on a un enjeu où la population elle a explosé là, dans les 50 dernières années. Ces mouvements de population-là se tempèrent. On va avoir un enjeu de décroissance de population d'ici quelques décennies. Alors, on est à une autre place complètement. Et il y a des endroits qui vont être très difficiles à décarboner, mais il y en a beaucoup qui sont à portée de la main, puis je pense qu'on va y arriver. Merci, Grégoire. Donc, un applaudissement pour Grégoire, s'il vous plaît. Merci. Merci pour ces bons mots. Donc, on est juste à l'heure et je vous inviterai à aller prendre un petit café en haut entre 10h30 jusqu'à 10h45. Je vais vous inviter à revenir dans la salle ici sans votre café, puisqu'on n'a pas le droit d'amener de nourriture ni de boisson dans la salle ici. Et on va reprendre avec le panel d'ouverture à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci.